Étudier la société britannique du XIXe siècle, c'est se plonger dans les origines du monde moderne. En effet, c'est en Angleterre, depuis en gros la deuxième moitié du XVIIIe siècle, que l'industrialisation se met en place, cette fameuse révolution industrielle qui va complètement modifier notre mode de vie d'aujourd'hui. L'angle sous lequel je vais aborder la société britannique au XIXe siècle mérite d'être précisé d'emblée. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une classe sociale? Une classe sociale, c'est un ensemble d'individus qui occupent la même place dans le processus de production et qui, ce qui engendre par le niveau de revenus relativement équivalent que ces membres possèdent, s'ils possèdent des revenus, en tout cas dignes de ce nom, engendre une conscience de classe qui n'apparaît pas tout de suite d'ailleurs et qui résulte d'un travail parfois de longue haleine, mais résultant d'urgence, lié bien entendu à la défense d'intérêts du groupe. Donc, mon propos va s'articuler autour d'une part de la définition plus précise de ces groupes qui possèdent ou ne possèdent pas les moyens de production et d'autre part de la définition d'un mode de production dans ce qu'il engendre comme modification dans le système des mentalités. Autrement dit, je vais chercher à articuler les liens entre économie, société et idéologie pour montrer qu'ils forment un système mouvant, bien entendu, un système qui n'est pas statique, et c'est mon rôle d'historien ici de montrer quels sont ces progrès, ou plutôt ces caractéristiques qui se transforment à travers le temps. La Grande-Bretagne, au XIXe siècle, est devenue la première puissance du monde. Je viens de vous l'expliquer, c'est un pays qui est en cours d'industrialisation et le XIXe siècle constitue par conséquent un point de vue particulièrement intéressant puisque les choses, au moins sur le plan de l'organisation sociale, vont évoluer du début du siècle jusqu'au début du XXe siècle. Mais toutefois, il ne faudrait pas s'y tromper car, grosso modo, on peut dire que cette société, dans ses mentalités, n'évolue pas tellement. Au contraire, il y a une certaine radicalisation de part et d'autre, comme on va le voir. Mon plan comprendra donc deux parties. Une première partie qui sera consacrée aux dominés, à leurs conditions de vie, à la lutte des classes qu'ils mènent, et d'autre part aux dominants, c'est-à-dire à la bourgeoisie non noble et à l'aristocratie dans ses deux composantes, la petite noblesse et alors la grande noblesse qui domine véritablement la société. Je commence donc par les dominés, ce que les classes supérieures appellent le peuple. On peut dire que ce peuple est constitué initialement au début du siècle par de petits paysans, des tenanciers qui ne possèdent pas leurs terres la plupart du temps, et d'autre part par des ouvriers qui travaillent dans les fabriques, dans les usines, qui se mettent en place depuis la deuxième moitié, et plutôt même depuis le dernier quart du XVIIIe siècle en Angleterre. Cette classe ouvrière, qui n'est d'ailleurs pas encore une classe au départ, le prolétariat, va prendre conscience de sa force
progressivement. Ça ne se fera pas, comme je vous l'ai indiqué dans mon introduction, directement. Je commence donc par les conditions de vie. Ces conditions de vie, on les connaît, je dirais, de manière habituelle, parce que les manuels nous en expliquent, et je crois qu'il n'est de secret pour personne de savoir que la révolution industrielle, le capitalisme, parce que c'est bien là le moteur de la révolution industrielle, conduit à une exploitation d'un nombre de plus en plus important d'ouvriers qui, issus de la classe du groupe du monde rural, va devenir de plus en plus nombreux. Ces conditions sont extrêmement difficiles, l'habitat est déplorable, les conditions de santé sont extrêmement mauvaises, tout cela est lié évidemment à la petitesse des revenus qui servent, comme l'indique le terme prolétaire, qu'à se reproduire, à reproduire la force de travail. En termes de comportement, c'est une véritable misère sociale, mais aussi misère morale, caractérisée par l'alcoolisme et par une délinquance qui n'a évidemment rien de génétique, bien entendu, quoique certains ont pu l'imaginer. Il s'agit d'une délinquance qui est liée tout simplement à un moyen de s'en sortir, d'avoir plus de revenus face à des conditions de vie tout à fait désespérées. Toutefois, si les conditions de vie sont tout à fait épouvantables dans la première moitié du XIXe siècle, dans la seconde moitié, en revanche, avec une conjoncture favorable sur le plan économique, grâce au progrès des forces productives, donc des travailleurs eux-mêmes, dans le troisième quart du XIXe siècle, la condition ouvrière va progressivement s'améliorer. Il y aura un certain temps d'arrêt, je dirais, dans le quatrième quart donc, du XIXe siècle, et c'est tout à la fin du XIXe siècle que la conjoncture économique redevient positive jusqu'à la guerre de 1914. Alors, je viens de vous exposer un certain nombre de faits qui ne sont rien d'autre que des symptômes. Et ces symptômes, il s'agit d'en faire le diagnostic, d'en connaître la cause, je l'ai fait, mais surtout de trouver des remèdes pour ces ouvriers, et c'est ainsi que se met en place une lutte qui n'a jamais cessé à travers les siècles, mais qui a été à certaines périodes latente, et qui ici va devenir manifeste grâce à, je dirais, un mouvement qui va pouvoir regrouper autour de lui une partie, en tout cas, de l'élite de la classe ouvrière, des ouvriers les plus qualifiés. Il s'agit du mouvement chartiste, et pas seulement d'ailleurs des ouvriers, également des intellectuels et quelques bourgeois éclairés, des petits bourgeois éclairés aussi d'ailleurs. C'est le mouvement chartiste donc qui va progressivement évoluer de la revendication politique, c'est-à-dire la volonté de disposer du suffrage universel dans un pays où, comme partout ailleurs, existait dans le meilleur des cas, je dis bien, le suffrage censitaire. On va donc passer de la revendication politique à la critique sociale, qui va conduire à la création de mutuelles, de syndicats, dont je vais vous parler dans un instant, à l'organisation de manifestations et à la circulation de pétitions. C'est dans ce cadre-là qu'on peut parler de naissance d'une conscience de classe qui n'existait pas antérieurement. La conscience de classe n'est pas donnée. La conscience de classe n'est pas, je dirais, un mouvement qui est synchrone avec les difficultés de la vie, ou au contraire, pour ceux qui dirigent, avec
une situation défensive par rapport aux classes travailleuses. En effet, c'est quelque chose qui se construit. C'est quelque chose qui se construit. Alors il y a différentes théories qui expliquent la naissance de la conscience de classe. Je vous montrerai d'ailleurs un ouvrage qui est consacré principalement à ce phénomène tout à l'heure. Le monde ouvrier va donc s'organiser avec une arme offensive qui est la création de syndicats, les trade unions, donc les unions de commerce littéralement, si on traduit l'anglais, voilà, mais à la lettre. Mais il s'agit véritablement de syndicats au sens moderne du terme, c'est-à-dire des syndicats, des associations professionnelles, des associations de métiers qui se transformeront dans la deuxième moitié du XIXe siècle, progressivement, plutôt vers sa fin, en syndicats industriels au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Voilà, ça c'est un certain nombre d'éléments qui sont également symptomatiques de ce besoin de se regrouper, de s'unir chez les prolétaires, et parce qu'il y a une prise de conscience qu'il y a en face de la classe ouvrière des possédants des moyens de production qui, parce qu'ils possèdent les moyens de production, ont les moyens d'exploiter les ouvriers. La traduction politique, qui évidemment va se faire dans un deuxième temps, après donc le mouvement syndical, va permettre le vote d'un certain nombre de lois concernant le travail. Dans 3 domaines en particulier, la régulation du travail chez les femmes et chez les enfants, d'autre part dans l'élaboration d'un droit syndical, et enfin au début du XXe siècle, sous l'action de gouvernements libéraux, on pourrait dire de bourgeois éclairés, sociaux, si le terme a du sens. Il s'agit presque d'un oxymore, mais il peut s'agir d'une attitude tactique d'une certaine bourgeoisie face à la montée du prolétariat, ce qui n'exclut pas d'ailleurs des sentiments humanistes chez certains de ses membres. Au début du XXe siècle, un certain nombre de lois vont approfondir tout cela dans le cadre d'une solidarité. Je vais développer maintenant ces traductions politiques en expliquant quelles sont certaines de ces lois qui, à les entendre, nous paraissent porter sur des sujets inimaginables aujourd'hui. Mais il faut bien se rendre compte que ce dont nous profitons aujourd'hui, c'est le résultat justement de combats, de luttes nombreuses qui ont permis justement au pouvoir défendant la plupart du temps le capital de contenir justement des revendications ouvrières trop fortes qui auraient pu mener à une révolution comme celle de Russie en 1917. On avait le souvenir également d'autres émotions, puisque c'était le terme qu'on utilisait à cette époque-là, d'autres émotions populaires, par exemple les Luddites dans les années 1810, qui avaient, ces ouvriers qui avaient détruit les machines, ayant une position, je dirais, un petit peu archaïque face au progrès technologique, mais qui indiquait très clairement cette volonté des ouvriers de résister à cette forme de dépossession de leur outil de travail et donc à une aliénation qui s'avéra inéluctable pendant de nombreuses décennies, et on peut même dire jusqu'à présent, même s'il y a atténuation, au moins dans nos pays, je dis bien, des effets du capitalisme. Quoique. En 1842 est voté, en 1833 d'ailleurs,
on va commencer par cela, en 1833 est votée une première loi qui interdit le travail aux enfants de moins de 9 ans dans le textile. Vous imaginez, hein? Ceci dit, c'était un progrès incontestable. Ensuite, en 1842, une loi qui cette fois ne concerne pas le textile, mais concerne le monde de la mine, le monde des charbonnages. En 1842, on va interdire au patronat de faire travailler les enfants de 9 à 13 ans au-delà de 48 heures par semaine. On trouve déjà, à nos yeux évidemment de moderne, incroyable que l'on puisse travailler quand on est enfant. Eh bien là, il y a une limitation qui passe à 48 heures, mais tenez-vous bien, toujours dans cette loi concernant les mines, le travail dans les mines en 1842, on va limiter pour les adolescents qui ont entre 13 et 18 ans, le travail à 69 heures par semaine. Quand on dit limité, ça veut dire que jusqu'alors on travaillait encore plus. Hein, bien entendu, il s'agit d'une limite, d'un plafond. Ça nous paraît évidemment tout à fait invraisemblable et on comprend que dans ces conditions, la conscience de classe au sens intellectuel du terme a eu des difficultés à s'exprimer et que par conséquent les mouvements qui pouvaient avoir lieu étaient des mouvements inorganisés au début. Il a donc fallu encadrer tout cela et ça va être le rôle, je dirais, de leadership des syndicats. En 1847, dans le domaine du textile, le travail des femmes est limité à 10 heures par jour. Voilà. Je vous donne quelques dates pour la première moitié du XIXe siècle, qui est cette période extrêmement pénible pour le mouvement, pour la classe ouvrière. Parler de mouvement, c'est peut-être un petit peu trop rapide, mais en tout cas pour la classe ouvrière en cours de formation, parce que il y avait effectivement de plus en plus de prolétaires, mais pour utiliser le terme classe, il faut évidemment un certain nombre de définitions de type conceptuel, un certain nombre de conditions qui soient réunies pour qu'on puisse parler véritablement de classe, puisque le phénomène de classe est un phénomène qui se passe aussi dans la tête, hein, pour pouvoir être efficace. En ce qui concerne le droit syndical, en 1875, une loi va placer les employeurs et les employés, autrement dit les patrons, les bourgeois et les ouvriers sur le même pied. Enfin, au début du XXe siècle, et j'annonçais tout à l'heure déjà la couleur, beaucoup de lois vont être successivement votées concernant les grèves, concernant d'autre part les accidents du travail, les assurances qui peuvent être prises, qui doivent être prises pour quand on risque d'avoir des accidents au travail, assurance en matière de maladie, en matière de chômage, en matière de retraite également. C'est donc, je dirais, tout le droit social dont nous disposons qui se met en place à ce moment-là en Angleterre. N'oublions pas qu'en Belgique, il faut attendre 1944, à la fin de la guerre, pour que nous disposions des fameux piliers de la sécurité sociale qui toutefois avaient été mis en place progressivement, je dirais, dans la première moitié du XXe siècle, mais qui n'étaient pas universels, qui n'étaient pas applicables à tous les secteurs d'activité. Les syndicats qui, en 1892, comprenaient 1,5 million de membres,
20 ans plus tard, donc un petit peu, oui, 20 ans plus tard, en 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale, comprenait 4 millions de membres. Donc on voit qu'en une vingtaine d'années, il y a eu une augmentation plus que sensible, puisqu'on est passé d'1,5 million à 4 millions, c'est-à-dire avec une augmentation de 2,5 millions de membres. Et c'est en cela qu'on peut mesurer, je dirais, une prise de conscience de classe de plus en plus aiguë de la nécessité d'un combat de groupe, d'un combat de classe pour obtenir des résultats. Je vais passer maintenant, après avoir m'être exprimé sur les dominés, donc sur ce que l'on appelait, ce que les classes dominantes appelaient le peuple, comprenant au départ du XIXe siècle encore beaucoup de petits paysans qui rapidement vont devoir quitter les campagnes pour trouver du boulot dans les villes, parce qu'ils n'ont plus de revenus suffisants et parce qu'on les a contraints à vendre leurs parcelles, leurs lopins de terre, la pression des grands propriétaires terriens dont j'ai eu l'occasion de parler dans d'autres exposés concernant l'époque moderne, du XVIe au XVIIIe siècle, je n'y reviendrai donc pas. Nous allons aborder donc la question des dominants. Donc très clairement, on voit que mon exposé est articulé autour de deux classes, même si ces classes peuvent être perçues par certains historiens libéraux comme n'étant pas, en tout cas pour celles dont je vais parler maintenant, comme homogènes, ce qui est effectivement le cas, mais qui possèdent en tout cas un certain nombre de caractéristiques communes, c'est-à-dire le maintien du statu quo social pour éviter de perdre des privilèges et de devoir reculer par rapport à cet univers, à cette classe montante, numériquement certainement, mais aussi en termes de force, qu'est le prolétariat. Je vais aborder successivement, comme je l'ai fait depuis le début, les classes sociales en partant des plus nombreux, en allant vers le groupe le plus restreint, c'est-à-dire le groupe de ceux qui dominent véritablement la société. Après avoir étudié donc les dominés, j'aborde maintenant d'abord la bourgeoisie non noble, avant d'aborder l'aristocratie, où successivement vont être abordées la question de la petite noblesse et puis enfin celle de la grande noblesse. Je commence tout d'abord par la bourgeoisie non noble. Numériquement, ça représente quoi, cette bourgeoisie non noble? Alors, vous voyez, j'utilise le terme bourgeoisie non noble parce que, on va le voir, l'aristocratie est du côté de la bourgeoisie et en termes, je dirais, de possession des moyens de production, il est évident que les aristocrates sont des bourgeois, mais ils possèdent en termes de conscience de classe des différences notables par rapport à ceux qui ne sont pas nobles, justement. C'est pour ça que je parle de bourgeoisie non noble, comme je pourrais parler tout à l'heure de la bourgeoisie aristocratique. D'abord donc sur le plan numérique, il s'agit quand même d'un groupe relativement important, puisque vers 1850, au milieu du XIXe siècle, la catégorie sociale dont je vous parle ici comprend 4 millions de membres, alors qu'à la veille de la Première Guerre mondiale, 60 ans plus tard, on en est à 7 millions. Donc c'est un groupe qui n'est évidemment pas négligeable. Ça c'est sur le plan, je dirais, démographique. Alors sur le plan économique et social, c'est un groupe social. Vous voyez que j'essaye d'utiliser des mots qui essayent d'éviter trop facilement le terme classe que je réserve à un usage particulier que j'ai déjà expliqué. Sur le plan économique et social, ce que certains, les libéraux, appellent la classe moyenne, la middle class, à tort à mes yeux, possède un statut fragile. Statut fragile parce qu'il se situe entre la classe ouvrière, dans laquelle ils ont peur de tomber,
de déchoir, de se retrouver donc déclassés, parce que la prolétarisation les menace à tout moment lors des crises économiques, en particulier les petits commerçants, les petits bourgeois, autrement dit, ceux qui possèdent qui ont des revenus confortables, mais qui ont des moyens de production, qui sont évidemment, qui n'ont rien à voir avec la grande bourgeoisie et la grande aristocratie dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Ils sont pris donc en étau entre d'une part le prolétariat et d'autre part l'aristocratie qu'ils singent ou qu'ils essayent de singer dans dans ses comportements, dans ses aspirations. Autrement dit, c'est une non-classe, ce que j'appelle la classe moyenne. C'est une classe qui n'en est pas une. C'est une classe qui ne se définit pas en tant que telle, mais qui en tout cas pendant la plus grande partie du siècle, c'est seulement à la fin du siècle que là, les choses vont lentement évoluer, mais en tout cas pendant la plus grande partie du 19e siècle, on peut dire que c'est une non-classe, c'est une sorte de no man's land, même s'il y a des individus qui très clairement se situent dans cette région intermédiaire, si vous voulez, dans cette sorte de purgatoire, parce que ce sont des gens qui, à part les fonctionnaires, sont des gens qui ont des revenus propres, qui peuvent avoir des petits capitaux, mais qui pour autant ne disposent pas de capitaux suffisants que pour pouvoir avoir des moyens de production aussi importants qui permettent de posséder en propre, je dirais bien, des usines et des grandes fortunes, comme on va le voir tout à l'heure. Ceci dit, cette classe dite moyenne, elle n'est pas homogène. Il y a vraiment les tout petits bourgeois, et puis alors il y a des bourgeois qui peuvent être nettement plus aisés, bien entendu. Il y a aussi des grands bourgeois, entendons-nous bien, dont le style de vie, justement par mimétisme, cherche à copier celui du monde aristocratique. Sur le plan des mentalités, il y a donc progressivement une construction d'une conscience de ce que l'on pourrait appeler une classe, mais ce n'est pas à proprement parler la construction d'une conscience de classe, je dirais d'une conscience, d'une mentalité de ce qui se rapprocherait d'une classe sociale, en tout cas pour la petite bourgeoisie, je dis bien, pas pour la grande, construction d'une conscience de classe qui est évidemment liée aux revenus, à un mode de vie qui est confortable et qui s'exprime justement dans cette volonté d'un statu quo qui sert de rempart face d'une part à la menace d'une éventuelle prolétarisation et face également au rouleau compresseur de la grande bourgeoisie et de la grande aristocratie d'être laminé lors des crises économiques. Et donc le comportement est celui d'un conformisme social et cultuel, je dirais. Je dis bien cultuel et pas culturel. C'est aussi un conformisme culturel, mais par cultuel, il s'agit de quelque chose que je vais expliquer ici. Oui, par cultuel, vous avez bien compris, il y a la croyance en Dieu, il y a toute une série, on va à la messe, bien entendu, à l'office en tout cas, des pasteurs, on a toute une série de valeurs religieuses qui sont inscrites profondément dans la vie de famille. À cela, il faut ajouter des valeurs typiquement, entre guillemets, bourgeoises, que sont le mérite, le travail, avec l'espoir justement d'utiliser l'ascenseur social et de monter. La vertu est également une valeur qui est mise en avant, en particulier pour les jeunes filles. Je vous parlais de conformisme cultuel. Il faut savoir que cette bourgeoisie, à part un certain nombre d'anglicans qui sont très fidèles à la monarchie, puisque la notion d'anglicanisme est liée justement à la monarchie,
puisque le chef de l'État est également le chef de l'Église anglicane depuis le XVIe siècle, qui est une religion au départ nationale, en tout cas à l'époque d'Henri VIII, et qui va effectivement virer d'un catholicisme national vers un protestantisme national qui essaie de synthétiser au fond différents courants protestants, luthéranisme, calvinisme, avec une forme, je dirais, catholique, avec Élisabeth Ier, au moins sur le plan liturgique et donc cérémonial. Donc cette bourgeoisie-là appartient soit à l'anglicanisme, mais beaucoup plus souvent encore à des églises dissidentes comme les baptistes, comme les méthodistes par exemple. Autrement dit, cette société-là est celle qui va dominer aussi parallèlement aux États-Unis jusqu'à une époque récente. Elle domine d'ailleurs toujours, où vous savez que Dieu est présent, la religion chrétienne est présente, en tout cas le monothéisme, puisque le président des États-Unis jure fidélité à la Constitution sur la Bible, en présence de représentants de culte chrétien et juif, et par conséquent, on est dans une société du type WASP, comme on dirait aux États-Unis, donc de protestants blancs, WASP anglo-saxons par définition, puisqu'on est en Angleterre, mais c'est un petit peu cette société que l'on retrouve aux États-Unis à la même époque et qui domine moralement la société. On va voir que pour l'aristocratie, les choses ne se présentent pas tout à fait de la même manière. Je vous ai dit que l'aristocratie est un peu le modèle auquel se réfère la bourgeoisie, à ce que j'ai appelé la bourgeoisie non noble. Je vais essayer de définir ce que l'on entend par aristocratie et puis étudier ces deux composantes, ces deux catégories, à savoir d'abord la petite noblesse avant d'aborder la grande noblesse. La noblesse est avant tout, c'est une notion, un état social qui est lié d'abord au statut, au mode de vie, à l'adhésion à la religion officielle, celle de la monarchie, la religion anglicane. Donc il n'y a pas, comme dans la bourgeoisie, cette appartenance à des églises dissidentes qui insistent très fortement sur les valeurs morales. Statut, mode de vie, je dirais que un noble, c'est quelqu'un qui vit noblement. C'est quelqu'un qui vit noblement, c'est-à-dire quelqu'un qui vit en gentleman, qui est oisif. Alors oisif au sens étymologique, le mot oisif vient de otium en latin, qui veut dire non pas le repos du paresseux, mais une vie faite de loisirs qui se veulent souvent, je dirais, constructifs en termes de travail, mais ce n'est pas le travail des bourgeois qui travaillent, je dirais, dans le domaine du négoce, des affaires, directement. Bien entendu, on va voir que cette aristocratie est liée au monde de l'argent, et même liée au monde de l'industrie, mais le terme osium s'oppose en latin, et vous le savez sans doute, au terme negocium. Donc l'osium, c'est la vie plaisante, et certainement pas abrutissante que mènent les nobles, une vie faite de plaisirs campagnards, de la chasse, de sport noble comme l'équitation par exemple, une vie de résidence à la campagne, de résidence à Londres également. Ceci concerne en fait entre 300 et 400 familles, donc c'est extrêmement peu, en tout cas pour la grande noblesse. Et 4000 hectares au minimum
de propriété pour cette grande noblesse dont je vais vous parler dans un instant. Alors, autre caractéristique de cette noblesse qui vit en gentleman, la domesticité, le sentiment de supériorité par rapport à la population, le besoin d'être reconnu comme tel par le peuple et par la bourgeoisie, et évidemment une éducation qui se fait dans l'enseignement secondaire au collège de Eton, et puis ensuite dans les universités d'Oxford et de Cambridge, qui distillent des valeurs propres à l'Angleterre victorienne, puisque la plus grande partie du XIXe siècle se passe sous le règne de cette reine. Effectivement, Victoria a eu un règne extrêmement long, qui s'étend de 1837 à 1901, ayant été précédé par deux de ses oncles, d'une part Guillaume IV et puis Georges IV, qui ont régné finalement à deux, si je calcule bien, 17 ans, hein, puisque Georges III a régné longtemps, 60 ans, entre 1760 et 1820. Georges III, c'est le roi qui régnait au moment de la Révolution sous Louis XVI, à l'époque de la Révolution française, à l'époque de l'Empire napoléonien en France. Voilà. Donc, un très long règne, et la reine Victoria symbolise, bien entendu, un certain nombre de valeurs aristocratiques, mais aussi de valeurs bourgeoises, qui sont celles d'une Angleterre travailleuse. C'était une grande travailleuse, et elle était là pour symboliser, si je puis dire, les valeurs de cette Angleterre que l'on a appelée dès lors l'Angleterre victorienne, très marquée par le puritanisme, en tout cas affiché, des classes supérieures et surtout de la bourgeoisie dont je vous parlais tout à l'heure. Mais je vous avais dit que j'allais commencer par la petite noblesse. Cette petite noblesse, elle est en gros 10 fois plus nombreuse que la grande noblesse que je n'ai fait que aborder, mais je vais y revenir dans un instant, il y a quelques minutes. Cette petite noblesse, qu'on appelle aussi la gentry, comprend 3000 familles. Je rappelle que pour la haute noblesse, j'avais parlé de 300 à 400 familles. Cette petite noblesse est composée d'individus, de familles qui possèdent une ou deux fermes à la campagne, et qui, sur le plan politique, trouve son expression dans la Chambre des communes. La petite noblesse, la gentry, donc, domine la Chambre des communes. Quant à la grande noblesse, cette grande noblesse, économiquement, est extrêmement riche. Ce sont des chiffres astronomiques qui la caractérisent. Je vous ai parlé tout à l'heure que sur le plan foncier, chacune des 300 ou 400 familles possède au minimum, je dis bien au minimum, c'est le minimum minimorum, si je puis dire, des terres de minimum donc de 4000 hectares, donc ce sont des domaines fonciers extrêmement importants, d'où cette grande noblesse tire une grande partie de ses revenus fonciers. À l'origine, c'était presque tous ses revenus, mais avec le temps, cette haute bourgeoisie a su se transformer en noblesse capitaliste. Autrement dit, ce qui caractérise un capitaliste, c'est pas la richesse, bien entendu, on peut être riche sans être un capitaliste. Le capitaliste, c'est une mentalité qui consiste à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, parce que l'on sait que on sait que le capitalisme connaît des crises cycliques. Pour le 19e siècle, on parle de grandes crises, comment dirais-je, tous les 25 ans, en gros. Pour la deuxième moitié du 19e siècle, vous avez bien entendu que j'ai parlé tout d'abord d'une croissance très importante dans la
dans le troisième quart du XIXe siècle, après une période extrêmement difficile, dans le quart de siècle qui précédait, extrêmement difficile en termes de conjoncture économique, et donc d'abord vécue par les travailleurs, enfin les prolétaires, et puis une phase de décroissance, une phase de dépression dans le dernier quart du XIXe siècle, avant que les choses ne remontent à partir, en gros, je dirais, dans la conjoncture internationale, à partir de 1894 jusqu'en 1914, qui est évidemment où l'impérialisme a été, comment dirais-je, a connu son expression la plus forte via la colonisation, et qui, à ce moment-là, on voit donc ces impérialismes exacerbés des grandes puissances européennes entrer donc dans cette conflagration qui est une sorte d'énorme guerre civile européenne entre bourgeoisie nationale, et où les pots cassés vont être payés évidemment par les classes populaires. Quand je dis classe populaire, il n'y a pas que les ouvriers, il y a aussi les classes paysannes. La classe paysanne, n'oubliez quand même pas qu'en 1914, dans la guerre de 14-18, on peut dire que presque la moitié des soldats français étaient des paysans. Nous l'oublions quand même pas. Donc, cette haute aristocratie dispose de grands revenus fonciers, mais aussi de revenus industriels, parce que justement, les grands aristocrates ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier. Ils ont appris à diversifier leurs revenus, et ils ont des revenus, alors là, provenant de l'industrie, provenant de la haute finance, qui sont extrêmement importants, on peut dire immenses, à cette époque-là, quand on les compare aux revenus des autres catégories de la population. Alors, si l'on veut essayer d'établir une évolution chronologique pour l'aristocratie, on pourrait dire qu'il y a un déclin à partir de 1875, c'est-à-dire dans le dernier quart du XIXe siècle. Pour quelles raisons? Tout d'abord parce qu'il y a une crise agricole importante, et je vous ai dit que l'aristocratie tire une part substantielle de ses revenus de l'agriculture, de l'élevage, ce qui entraîne tout à fait logiquement une baisse de la rente foncière, et enfin, comment dirais-je, ceci conduit donc à une diminution relative de ces revenus, puisque je vous ai dit que ceux-ci sont plus diversifiés qu'on pourrait l'imaginer en termes de préjudice. C'est pour ça que je vous ai expliqué que plutôt que de distinguer la bourgeoisie non noble et l'aristocratie qui se distinguent effectivement dans leur mode de vie, dans un certain nombre de valeurs, il n'en demeure pas moins qu'objectivement, sur le plan matériel, il y a des liens étroits qui vont s'établir, et de plus en plus vers la fin du XIXe siècle, entre cette haute aristocratie et d'autre part la haute bourgeoisie, parce que la haute aristocratie a au fond des revenus qui sont ceux, comment dirais-je, du capitalisme classique, hein. Il n'y a pas que l'agriculture, je viens de vous le dire, mais parallèlement, ceux qui appartiennent à la grande bourgeoisie industrielle ou financière acquièrent, ils ne demandent que cela d'ailleurs, des titres de noblesse qui vont faire qu'il va y avoir pas une fusion, ce serait exagéré, on va toujours distinguer ceux qui ont des ancêtres qui remontent à plusieurs siècles et qui ont des titres nobiliaires à plusieurs siècles, et je dirais ces nouveaux nobles, c'est sûr, mais en tout cas, une liaison, une alliance objective, même si il y a des différences en termes de mentalité. Donc le rôle de l'historien n'est pas de tout simplifier, bien entendu, et de dire que l'idéologie n'est qu'un simple reflet des conditions matérielles et de la position dans lesquelles se trouvent les individus
dans le cadre du processus de production. C'est vrai en partie, mais l'historien est là pour essayer de comprendre les phénomènes dans leur durée. Donc il n'y a pas synchronisme. C'est là-dessus que je voulais, sur quoi je voulais arriver. Donc effectivement, à un moment donné, ces classes possédantes se rejoignent. Quant à la petite bourgeoisie, elle fait souvent les frais lors des crises et se retrouve effectivement dans des situations extrêmement difficiles. Un certain nombre d'entre eux s'opprolétarisent, quant à d'autres, ils vivotent. Bien entendu, il y a le groupe des fonctionnaires qui possèdent des revenus relativement stables et que l'on associe habituellement à la petite bourgeoisie, à la classe moyenne, mais peut-on vraiment parler pour les petits fonctionnaires de dominants? Je ne crois pas, ce sont des dominés puisque ce sont des salariés, même s'ils peuvent posséder quelques revenus qui leur permettent d'avoir des rentes, par exemple pour vivre au moment de leur retraite. J'en arrive maintenant à ma conclusion. Ma conclusion comprendra plusieurs éléments. J'espère avoir expliqué à la toute fin de mon exposé que les classes possédantes vont devoir se cabrer à la fin du XIXe siècle devant le prolétariat, qui est cette force montante qui va avoir sa traduction politique dans un courant qui est le travaillisme, qui est lui-même un prolongement, une émanation des trade unions, donc des syndicats. On peut dire que le travaillisme va avoir comme proposition de loi toute une série de choses toute une série de revendications qui avaient été déjà mises en avant par le syndicalisme. D'autre part, j'espère avoir quand même bien montré que s'il n'y a pas de révolution sur le plan des mentalités et sur le plan social au XIXe siècle, car finalement il faut insister davantage sur les continuités que sur les ruptures, ça me paraît assez évident pour la société britannique du XIXe siècle. Il y avait des grands aristocrates au début du XIXe, il y a toujours des grands aristocrates à la fin du siècle, le nombre de prolétaires a augmenté, mais globalement on ne peut pas dire que les structures de la société aient été modifiées. Je veux dire, il y a un certain rapport de force qui s'instaure, manifestement, et qui se traduit par un certain nombre de lois, bien sûr, mais on peut s'interroger également sur la raison même de ces lois, qui sont plutôt des lois qui interviennent plutôt pour contenir le mouvement ouvrier, donc il s'agit souvent de positions tactiques. Je vous ai dit d'ailleurs que la petite noblesse occupe en fait le Parlement, la Chambre des communes, alors que, et ça je ne vous l'ai pas dit par contre, que la Chambre des lords, c'est-à-dire la Chambre des pairs, si vous voulez, de la haute aristocratie, est tenue par justement cette aristocratie du sommet. Il n'en demeure pas moins que jusqu'au début du XXe siècle, la Chambre des lords, qui aujourd'hui entérine des lois, ne peut plus s'opposer à ce qu'a décidé la Chambre des communes, jusqu'au début du XXe siècle, cette Chambre des lords était vraiment une chambre représentative des intérêts de la haute aristocratie qui avait son mot à dire à cette époque-là. Les choses ont changé depuis lors, mais les lords avaient un réel poids politique. Un réel poids politique. D'ailleurs, pendant, je dirais, dans les années 1830 jusque dans les années 1860, tous les premiers ministres appartiennent, sauf Robert Peel, appartenaient à la Chambre des lords, étaient des grands aristocrates. Voilà. Même Peel lui-même, vous savez, c'était pas un grand aristocrate, mais il était quand même baronnet. Donc, il avait évidemment des intérêts qui se rapprochaient en tout cas de ceux de la grande aristocratie et en tout cas le mettaient très clairement du côté
de la défensive des classes possédantes. Donc on peut dire que jusqu'à la fin du XIXe siècle, c'est un autre siècle qui nous intéresse, il n'y a pas de poids politique de la classe ouvrière au Parlement. Le travaillisme arrive à l'extrême fin du siècle, et ce sont en fait des libéraux, ce ne sont pas des travaillistes au sens où nous l'entendons, qui vont faire passer des lois, je dirais cette bourgeoisie éclairée, humaniste sans doute, mais défendant aussi des intérêts de classe qui vont faire passer les lois concernant les grèves, concernant les assurances en matière d'accidents au travail, de maladies, de chômage, et les lois sur la retraite, juste avant la Première Guerre mondiale. Enfin, et ce sera peut-être mon dernier mot avant de passer à la bibliographie, dans ma classification, puisque c'est un petit peu ma philosophie d'histoire, si je peux dire, enfin, d'ailleurs c'est très prétentieux de ma part de dire ma philosophie d'histoire, en tout cas celle à laquelle j'adhère, non pas par dogmatisme, ce qui serait stupide et qui ne serait pas efficace, mais tout simplement parce qu'en analysant la situation, c'est à cette conclusion-là que j'aboutis, la division de la société anglaise en de multiples classes ne me semble pas pertinente, et qu'en tout cas la division de la société britannique en 3 classes, donc d'une part le peuple, une middle class et puis enfin l'aristocratie, ne me semble pas, comment dirais-je, rendre compte de la réalité objective en termes d'intérêt des différents groupes sociaux. C'est la raison pour laquelle j'ai divisé mon exposé en 2 parties. D'une part, l'analyse des conditions de vie et de la lutte des classes qui se mène du côté des opprimés, du côté des exploités, c'est-à-dire du côté du prolétariat, et d'autre part, l'analyse à la fois des conditions de vie, de l'origine des revenus, du mode de vie, des croyances, des mentalités, des classes possédantes, ceux que j'appelle donc les dominants dans le cadre du processus de production dans cette Angleterre du XIXe siècle, et qui définissent avec le progrès des moyens de production, le mode de production capitaliste de l'Angleterre de cette époque. Je crois avoir fait le tour de l'essentiel. J'espère que mon propos aura été suffisamment clair, que pour mettre en évidence, en tout cas, cette société inégalitaire, profondément inégalitaire, même si la classe ouvrière voit sa condition s'améliorer sous l'effet, je dirais, des progrès des moyens de production dans la deuxième moitié du XIXe siècle et dans le cadre d'une conjoncture économique meilleure. Voici donc quelques livres. Tout d'abord, un ouvrage général sur l'histoire du Royaume-Uni, où on voit justement sous la couverture la reine Victoria avec le prince consort Albert et ses enfants au XIXe siècle. Alors, l'histoire du Royaume-Uni de Roland Marx a été publiée dans la collection U chez Armand Collin. Alors, 3 livres que j'ai achetés quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant, finalement pas tellement pour l'analyse fouillée qu'il en est faite, mais il se fait que c'est un auteur qui a écrit maintenant il y a plus de 100 ans, un auteur français, Élie Halévy, qui a écrit 3 volumes, enfin plus exactement 3 plus 2, je n'en ai ici que 3, sur l'Angleterre au XIXe siècle. Je vous montre le premier volume de cette histoire du peuple anglais au XIXe siècle, publié chez Hachette, l'Angleterre en 1815, et que j'ai donc acheté essentiellement parce que, pas seulement pour les éléments, je dirais, factuels qui s'y trouvent, mais aussi pour l'analyse
d'un certain point de vue, c'est-à-dire d'un Français qui appartient à une classe sociale qui n'est pas celle des prolétaires au XIXe siècle. Vous avez ici le tome 2, du lendemain de Waterloo à l'avènement de Sir Robert Peel, dont je vous parlais tout à l'heure, 1815-1841, et ça couvre donc, là, pour cette dernière période, la crise du Reform Bill. Donc ce sont des gros ouvrages qui font, vous voyez, plus de 500 pages. Et enfin, du même Elia Lévy, Le milieu du siècle, 1841-1852. Alors, il y a encore 2 autres volumes que je n'ai pas achetés à l'époque, c'est-à-dire il y a 45 ans, que je n'ai pas sous la main. Il y a un tome 4 qui couvre la période 1885-1905, intitulé Les impérialistes au pouvoir, et d'autre part, il existe un tome 5 pour la période 1905-1914 et qui porte pour titre Vers la démocratie sociale et vers la guerre. Mais vous voyez donc qu'il y a un trou entre 1852 et 1895, un trou donc d'une quarantaine d'années. Enfin, une biographie de Roland Marx, l'historien dont je vous ai déjà cité à propos de son histoire du Royaume-Uni, publiée chez Fayard, La Reine Victoria. Voilà, ça ce sont des ouvrages, je dirais, généraux ou d'histoire politique. Alors maintenant, j'en arrive à l'histoire plus sociale, si vous voulez. Il est difficile, parce que je dois quand même citer mes sources, si, comme tout historien, je me veux honnête, bien sûr, intellectuellement, il n'est pas possible de ne pas parler des analyses que Karl Marx construit, élabore dans son fameux ouvrage Das Kapital, Le Capital en français. Ici, ça fait voilà, près de 700 pages dans la collection Garnier-Flammarion, puisque de nombreux exemples sont tirés justement de l'Angleterre de son temps. Je vous rappelle que Karl Marx a été exilé pendant je crois, une bonne vingtaine d'années, est exilé donc à Londres, où il a rédigé à la British Library, donc à la Bibliothèque nationale anglaise, son Capital. Donc il est évident qu'il a vécu de nombreuses années en Angleterre, il a donc lu beaucoup de publications anglaises, mais pas seulement, hein, c'est un ouvrage qui dépasse largement l'Angleterre, bien sûr. Mais il y a certains chapitres qui concernent directement notre sujet. Alors, de son complice Friedrich Engels, dans la collection Mille et une nuits, vous pouvez trouver, alors ça coûte rien du tout, ça coûte 4 €, la situation des classes laborieuses en Angleterre dans les grandes villes. Alors dans ce petit volume que j'ai devant les yeux, donc qui fait 150 pages, vous ne trouverez en fait que les 2 premiers chapitres de cet ouvrage qui porte le même titre, mais ça permet d'avoir une, comment dirais-je, une vision historique et sociologique de l'Angleterre à cette époque. Alors là, c'est un grand ouvrage, c'est sans doute le plus grand des ouvrages que j'ai à vous montrer ici. Quand je dis grand par son analyse. C'est un grand classique, hein, de Edward Thompson, La formation de la classe ouvrière anglaise, publié par l'École des hautes études en sciences sociales par Gallimard et Le Seuil. Alors, Thompson est en fait un historien qui est décédé, il est né en 1924 et il était spécialiste d'histoire sociale. C'est un ouvrage tout à fait fondamental
qui comprend ici 750 pages et qu'il faut absolument lire si vous vous intéressez au sujet. Dans la collection Autrement, série Mémoire, Londres 1851-1901, l'ère victorienne ou le triomphe des inégalités. C'est un ouvrage collectif, dirigé par Roland Marx, déjà cité par Monica Charlot. Alors, un ouvrage qui n'est pas spécifique à l'Angleterre, mais où l'Angleterre, ou plutôt le prolétariat anglais, est très présent, c'est un ouvrage très récent de Nicolas Delalande, La lutte et l'entraide, l'âge des solidarités ouvrières, publié dans la collection L'univers historique au Seuil. Voilà. Donc ça permet d'élargir un petit peu le problème du prolétariat au monde ouvrier de cette époque-là, donc au-delà des îles britanniques. Et enfin, pour terminer, de Jean Bobéro et Séverine Mathieu, Religion, modernité et culture au Royaume-Uni et en France, 1800-1914, dans la collection Histoire, Point, donc aux éditions du Seuil. J'ai dit.